On y va? Bonjour, bonjour. Il est 11 heures, c'est le début de notre deuxième partie. Donc je vous invite à regagner vos places. C'est la partie géniale de la... Mais là, c'était très bien la première partie. Mais enfin, alors... Je suis Sylvain Lefebvre, je suis prof, chercheur. J'ai le plaisir d'animer ce panel. Point de départ, on le sait, on va se le dire, c'est fait, c'est dit. C'est un contexte difficile. Aujourd'hui, autant sur le front des luttes environnementales, des mouvements réactionnaires sur le plan social, des menaces autoritaires sur le plan politique, on le sait. On le sait, ok? Mais c'est aussi l'anniversaire de Tech. Tout à l'heure, FX parlait des 3 bougies de Tech. Tech a 3 ans, mais fait plus. Fait plus parce qu'on est une alliance qui prend ses racines dans l'histoire longue des luttes à Montréal et ailleurs, environnementales, sociales, politiques. Ces histoires d'engagement... Ces histoires de réalisation, d'expérimentation, c'est des sources d'inspiration, c'est aussi parfois des sources de sagesse dans la distanciation avec l'immédiateté, avec le court terme. C'est surtout des sources de combativité. On en a besoin, on s'en nourrit, et donc c'est sous cet esprit de combativité que ce panel se déploiera. Quand on pense à la fois aux histoires longues d'engagement et à la combativité, chacun a son petit panthéon personnel, les personnages qu'il a en tête et qui lui donnent de la force. Moi, j'aimais beaucoup Lorraine Gay. Et on parlait de 3 bougies. Lorraine Gay est décédée aussi. Elle nous a quittés il y a 3 ans. Lorraine Gay, c'était une militante de tous les combats au Québec et dans le monde. C'était une alliance des mouvements sociaux à elle toute seule, incarnée. Des combats à la clinique populaire à Pointe-Saint-Charles jusqu'à la flottille pour la liberté pour Gaza, il y a 15 ans déjà. De la marche du pain et des roses aux luttes en Amérique du Sud dans des contextes dictatoriaux et militarisés aussi, au Chili, au Salvador, au Nicaragua. Donc j'ai à la fois une petite pensée pour elle et surtout pour la force qu'elle nous donne et contre la figure un peu du héros qui parfois pollue nos imaginaires d'engagement. C'était une figure à la fois très humble et forte, déterminée. Et le titre de sa biographie est délicieux. Et sa biographie s'appelait « Qui sommes-nous pour être découragés ?» Qui sommes-nous pour être découragés? Alors c'est à la fois une injonction et du souffle. Le souffle, c'est important pour souffler les bougies de Tech, mais aussi pour se donner de la force pour les luttes à venir, pour les 3 ans à venir. Vous le voyez, Tech s'ouvre sur 3 années déterminantes aussi, et de beaucoup de chantiers en cours et à déployer. Et donc, pour cet anniversaire, Tech s'est fait un cadeau en invitant des personnes aux engagements stimulants qui ont été au cœur, ont expérimenté, ont observé, ont travaillé sur des fragments de transition dans des domaines différents. Et on leur a demandé de venir nous en parler. Alors, j'ai avec nous, je vais le faire dans l'ordre... de proximité physique, Marianne Giguère, donc, qui est ex-conseillère municipale à Montréal, reconnue pour son leadership en mobilité active, qui a déjà participé à des activités de Tech, pour ceux qui étaient à la visite à Saint-Léonard, par exemple. Vous vous en souvenez peut-être, c'était un beau moment. Maïté Labrec-Saganache, autrice, animatrice, activiste CRI, engagée pour les droits autochtones et les perspectives décoloniales. Merci d'être avec nous. Jean Panet-Raymond, professeur émérite de l'Université de Montréal, pas loin. Oui, mais aussi militant de longue date pour le logement social et l'action communautaire à Montréal, notamment à Saint-Michel, dans plusieurs quartiers, et à Côte-des-Neiges aussi. Et Laurence Bérère, mon professeur à l'Université de Montréal, expert de participation publique et de démocratie locale. Dans ce panel, on parle d'une question. On leur a demandé à chacun de nous parler
d'une histoire de changement à laquelle ils ont participé ou qu'ils ont étudié parfois. Un petit peu nous parlant des déclencheurs, de comment ce changement s'est réalisé, quelles ont été les conditions gagnantes, les rapports de force, bref, ce qu'ils ont retenu d'une histoire de lutte ou d'un changement, bref, d'un fragment de transition. Donc on va vous donner environ 5 à 8 minutes chacune et chacun, et on va commencer par Marianne, on va le faire dans cet ordre-là. Merci beaucoup. Allô tout le monde. Très contente d'être là, de vous voir toutes et tous. Vous êtes magnifiques. Moi, je viens parler de vélo. C'est ça. Je suis mono-sujet depuis presque 12 ans maintenant. Oui. Mais bon, il y a des bonnes raisons à ça. On va aller vite. Montréal est partie d'une ville où il y avait très peu de pistes cyclables, où il y avait des conditions difficiles, une ville nord-américaine bâtie autour de l'automobile, comme toutes les autres, et avec un hiver rude et froid et terrible. Et on est devenu la meilleure ville cyclable en Amérique du Nord. 15e rang, on a vu ça cette année, selon un classement dont je ne me hasarderai pas à prononcer le nom, Copenhagen-Eyes. Donc, une ville éminemment cyclable et ça, c'est reconnu internationalement maintenant là, qu'on a ce premier rang-là en Amérique du Nord. Mais on le sait aussi parce qu'on a des données, on a des compteurs, on en a une 50aine à Montréal qui mesurent il y a combien de personnes en vélo qui passent sur les pistes. Et on a l'enquête là, qui s'appelait Origine, Destination, Perspective, Mobilité de la ARMT qui a mesuré récemment que la part modale des gens qui se déplacent en vélo à Montréal a doublé dans les 5 dernières années, ce qui est énorme. Bon, je ne vais pas m'étendre là, sur la granularité de ces chiffres-là, mais le fait est qu'on est passé assez rapidement, de façon presque assez fulgurante, à une ville très amie des cyclistes, très cyclable. Et comment ça s'est fait, ça? Mais ça ne date pas d'hier. Il faut remonter à 1975, la fondation de Le Monde à bicyclette, première organisation militante pour le vélo qui a vraiment mis des bases vraiment solides sur la revendication des cyclistes et de ceux qui ne font pas du vélo mais qui pourraient vouloir en faire pour semer cette graine-là dans la tête des gens, mais aussi des décideurs publics, évidemment. Et les luttes de cette organisation-là, magnifique, ont mené à des premières avancées majeures pour le vélo à Montréal. Mais après ça, il y a eu une lente stagnation malgré tout. L'avènement de l'installation des premières pistes cyclables fin des années 80-90, Boyer, Rochelle, Chérier. Et puis... encore une fois, tu sais, ça monte tranquillement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un momentum qui finisse par éclore. Et ça, c'était peut-être pendant le mandat de Denis Coderre, où il parlait beaucoup de vélo, mais c'est parce que dans toutes les villes du monde, on commençait à parler de beaucoup de vélo. Il y avait à New York où il s'en faisait beaucoup, Paris commençait à en faire beaucoup, donc il y avait une discussion publique qui était de plus en plus présente. On parlait beaucoup de la vision zéro aussi, la vision zéro décès et blessés graves. À Montréal, bon, Projet Montréal était arrivé. On s'était mis à en parler beaucoup aussi, d'apaisement de la circulation. C'était aussi un concept qui était nouveau, pendant que l'idée de remettre en question la culture automobile aussi devenait vraiment un sujet dont il était beaucoup, beaucoup plus question. Et ce momentum-là a fait en sorte que, d'abord que Projet Montréal a pu être élu, là, je parle d'un parti, parce que ça prend des décideurs publics pour transformer une ville là, sur le plan des aménagements. Là, j'ai aucune idée du temps qui passe, mais je continue. Et avec tout ça, il y avait aussi une militance qui était vraiment renouvelée, des associations locales de mobilité qui devenaient de plus en plus vocales. La coalition, là, il y en a beaucoup, beaucoup. Vélo Fantôme, qui faisait beaucoup de la conscientisation sur le fait, à propos de la violence routière, puis du fait qu'on ne peut pas accepter que les gens meurent sur la rue, que ce soit en vélo ou à pied. La communauté scientifique aussi, les chercheuses à Montréal, on en a un bassin formidable. Là, je ne vais pas aussi, vous les connaissez certainement. Là, nommons Patrick Morancy, qui était à la santé publique de Montréal dans ces années-là, qui était de
toutes les consultations, toutes les commissions qui venaient parler de cette invraisemblance-là, du fait que les gens mouraient en vélo et à pied en se déplaçant sur les rues. Et donc, ça a permis que Valérie Plante soit élue avec un programme très ambitieux de pistes cyclables, le réseau Express Vélo, et qui a été implanté. Donc, ce courage politique-là que ça prenait, il était porté par un paquet de monde, par une synergie formidable entre plein d'organisations, Cyclo Nord-Sud qui est ici aussi. Il y en a tout un tas là, qui travaillaient, même les gens qui parlent de la gestion vocabulaire. Transporter des colis dans des vélos cargo, OK? Toute cette grande, la présence de la mobilité active et de l'apaisement de la circulation et de la remise en question de l'hégémonie de l'automobile et le fait que plein de gens ont adhéré à ça, dans plein de sphères civiles, collectives, d'organisation et le politique et les chercheurs, c'est ce qui a permis de mettre en place un super réseau cyclable en 8 ans. Et c'est ce réseau cyclable-là qui a fait en sorte que les gens l'ont pris puis que maintenant, ils sont hyper nombreuses à rouler dessus. Parallèlement à ça, il faut quand même souligner qu'aussi, l'autopartage a aussi une montée fulgurante. Là. Je veux dire, il n'y a jamais eu... C'est fou la quantité de communautés, de flex qu'on a maintenant. Avec le bémol que les transports collectifs, eux autres, pendant ce temps-là, périclitent. Il faut quand même le souligner. Puis ça, c'est une tragédie, c'est un scandale. Bon... C'est ça qui se passe. Et dans les questions, s'il me reste une minute, il y avait quelles sont les forces contraires. Bien, on les connaît. Bon, il y a d'abord la culture de l'automobile, cette puissance-là qui est économique, qui est aussi politique et qui amène aussi énormément d'inertie et le statu quo qui est autour de ça, le fait que ce soit quelque chose qui est remis en question alors qu'il y a tellement de gens qui, malgré eux, en sont dépendants. Ça, c'est la première force contre laquelle on lutte. Puis évidemment, bien, tout ce qui découle de ça, les petits commerçants qui vont accuser les pistes cyclables de tous leurs maux, à tort ou un peu à raison parfois. Là, on ne va pas remettre ça en question, mais et le commentariat qui va aussi participer de cette culture-là de l'auto. Et ben voilà. Et le fait que c'est difficile, puis que, ben voilà, quand on en fait beaucoup, des fois... on se le fait dire, puis voilà. Mais on reviendra sur la suite, enfin. Voilà. Je pense que ça fait le tour pour moi. Merci. J'ai moi-même osé le Bixi 2 fois cet été. Moi, je viens de la baie James, donc je viens pas de Montréal. Donc, les autos, tout en vélo, ça me fait peur. Mais j'ai osé le Bixi 2 fois depuis que je suis revenue à Montréal en mai. Donc, je tenais à le souligner. Oui, exactement. Ça aide beaucoup quand il y a des pistes cyclables. Donc, moi, comme je disais, je suis pas de Montréal, je viens de la baie James. J'ai d'une petite communauté cri de 1800 hommes qui s'appelle Waswanipi. Les cris, nous, on a célébré, on vient tout juste de célébrer, en fait, les 50 ans de notre traité, donc la Convention de la baie James et du Nord du Québec. Donc, c'est 50 ans de ce traité qui aura été le premier traité moderne signé au Canada, donc entre la province et la nation cri. Ce traité-là qui est né d'une discorde aussi sur des ressources. Donc, Bourassa qui a annoncé en grande pompe le projet de barrage hydroélectrique sans avoir consulté les CRI qui ont dû prouver au tribunal qu'on utilisait bien le territoire. Donc, pour finalement que Bourassa renverse en appel le jugement Malouf et qu'on fasse du leverage là-dessus. Nous, on a dit... OK, bien, si vous allez construire les barrages, quand même, nous, on a des conditions, par exemple. Donc, on veut nos propres services publics. Donc, ça fait 50 ans que les CRI, avec la Convention de la baie James, ont des entités qui sont mandatées par le traité. Donc, dans ces entités-là, il y a le gouvernement de la Nation CRI, qui était le Grand Conseil des CRI avant. Il y a la commission scolaire CRI. Il y a aussi le Conseil CRI de la santé et des services sociaux de la baie James, où je travaille depuis les 8 dernières années.
Donc, je travaillais en communication là-bas. Mais donc, ça fait 50 ans qu'on essaie de façonner un peu nos communautés dans les terres de catégorie 1, comme le traité nous le demande de faire. Puis, après 50 ans, la société CRI commence à se restructurer. On a vu que avec les budgets, les portefeuilles, les mandats, on travaillait un petit peu en silo entre les trois grandes entités. Puis, mais aussi de revoir notre c'était important aussi de revoir les dynamiques de pouvoir à même le territoire. Un territoire qui est prisé surtout pour l'extraction massive de ressources, là, on ne se le cachera pas. Donc, là, en 2024, les CRI ont célébré l'année du partage de responsabilités. Donc ça s'est organisé de plusieurs façons. Mais c'est né aussi ça a été une initiative des trois grandes entités que j'ai nommées tantôt. Donc puis ça vient vraiment d'une vision holistique qu'on a de la santé. En ce moment, le constat est que nos communautés ne sont pas en santé du tout. On est aussi victime des grands enjeux de notre temps, là, la crise du logement, la formation de main-d'œuvre, le manque de main-d'œuvre, les maladies chroniques. C'est environ 30% de la population CRI qui souffre du diabète de type 2. Là. Donc, ça, si c'était ailleurs au Québec, ça serait une crise de santé publique. Puis mais on n'en entend pas vraiment parler. Ailleurs que dans nos communautés. Puis même que dans ma communauté de Waswanipi, je pense que le taux est encore plus élevé. Donc on commence à même screen les enfants au primaire pour le diabète. Là. Donc ce sont des déserts alimentaires. Donc, moi, ma communauté, c'est environ... Pour aller à l'épicerie la moins chère, c'est environ 1h30 d'auto sur l'autoroute. Donc, vous pouvez imaginer les conséquences que ça engendre. Puis aussi, bon, on a vraiment beaucoup de problèmes de pauvreté. On a beaucoup de problèmes d'itinérance aussi, d'itinérance cachée, donc des maisons qui sont surpeuplées, des gens qui vont préférer aller à Chibougamau à 1h30 de la réserve pour bénéficier des refuges. Mais aussi ce qui engendre d'autres conséquences comme la surcriminalisation des CRI dans des municipalités qui sont allochtones, comme Chapais, Chibougamau, Val-d'Or. Donc, c'est tous des problèmes que les CRI se sont dit, il faut adresser ça, puis il faut savoir c'est quoi notre part de responsabilité là-dedans, puis il faut savoir comment se positionner. Donc, en 2024, les CRI ont créé ce qu'on appelle des comités Miyub Matsun. Miyub Matsun, c'est un concept traditionnel qui veut dire bien-être. Mais nous, comme j'ai dit, la santé, c'est holistique. La santé, c'est spirituel, la santé, c'est physique, la santé, c'est émotionnel. C'est le rapport que tu as dans ton environnement, dans ton territoire, la santé du territoire. Donc, c'est ton intégrité, c'est multifacette. Donc, on a décidé de mettre sur pied dans les communautés des comités qui allaient avoir des pouvoirs législatifs. Donc, les comités Miyub Matsun ne sont pas seulement des comités communautaires là, ils peuvent mandater le gouvernement de la Nation CRI puis de dire, nous, on veut ça dans la communauté. Nous, on a décidé que c'est ça que ça allait... Parce que les trois entités vont siéger sur les comités Miyub Matsun dans chaque communauté, mais aussi... Il y a des acteurs locaux de la communauté, des gens qui vont être élus à simple titre citoyen, mais qui vont pouvoir participer, puis justement faire partie des solutions de changement dans la communauté. Puis une communauté est très différente d'une à l'autre dans des régions éloignées comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important, dans les termes et conditions de ces communautés-là,
d'avoir des pouvoirs législatifs. Puis aussi, ça vient contrer l'argument aussi entre les trois grandes entités, les questions de portefeuille. Tu sais, des fois, on dit « Ah, mais on a de l'argent pour faire ça, on a de l'argent pour faire ça. » Puis là, mettons, le gouvernement du Québec va dire « Ouais, mais ça, c'est un portefeuille pour ça, ça, c'est un portefeuille pour ça. Ah, mais ça, c'est pas le portefeuille, vous avez... » Donc, pour contrer cet élément-là, le gouvernement de la Nation Crie fait partie du comité Mio-Matune aussi, donc il est capable de rebrasser, puis de revoir, puis d'optimiser, en fait, ces fameux portefeuilles et ces fameux budgets-là. Donc, j'ai dit ça encore? J'ai 1 minute, OK. Ben, mais c'est aussi on a voulu aussi revoir les relations qu'on a avec les acteurs externes, Hydro-Québec, les mines, le gouvernement régional de la baie James, donc les municipalités allochtones qui sont dans la région aussi. Puis, il y a vraiment une attitude de si vous voulez exploiter notre territoire, vous allez devoir vous investir dans nos communautés. Nous, on a besoin de logements, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin d'infrastructures publiques, on a besoin... Donc, c'est plus... en fait, les compagnies minières peuvent plus nous revendre leurs projets en disant « Oh, vous allez avoir priorité dans les emplois dans nos mines. » Parce que le plus grand employeur chez les CRI, avec le traité, c'est le Conseil CRI de la santé. Donc, il y a plus de personnes qui travaillent dans les services publics, qui sont fonctionnaires chez les CRI, qui travaillent dans l'extraction de ressources. Donc, on ne peut plus nous revendre. On ne peut plus utiliser cet argument-là avec les CRI. Puis, il y a des communautés comme Nemaska qui, carrément, qui refusent systématiquement tout nouveau projet de développement sur leur territoire. Sans la participation de loyer. Il y a des entreprises comme Chantier Chibougamau qui envoient du bois d'œuvre à la communauté de Mistassini pour la construction de maisons aussi, parce que le problème, c'est que souvent, les compagnies forestières vont venir couper les arbres et ils vont faire transformer le bois ailleurs. Puis nous autres, il faut racheter plus cher et le faire revenir dans le territoire. Donc, c'est super. Donc, il y a avec les acteurs de la région aussi, puis des gens on est capable vraiment d'arriver à revoir le contrat social, comme on dit. Pas facile. Je voulais commencer par dénoncer l'organisation de ce panel parce qu'on nous a donné trop de questions pour peu de minutes. Mais donc, on pourra se rattraper, j'espère, dans la période de discussion. Donc, moi, je me suis attardé dans les questions à une lutte inspirante. Alors, j'ai choisi une lutte qui est peu documentée, mais qui a donné lieu à beaucoup d'interventions sur notamment la question de la transition socio-écologique et qui est documentée. Mais à l'origine de cet espoir de ça, il y a eu une lutte qui s'appelle la mobilisation pour le parc Frédéric Bach. Et donc, on parle d'un quartier Saint-Michel qui avait, disons, une image qui n'était pas toujours très favorable. Je vois Bouchard qui opine, donc tu connais bien. Mais donc, on était connu pour la poubelle de la ville, donc dépotoir et carrière, dépotoir et dépotoir à neige et les gangs de rue. Donc, il y avait, disons, en termes d'image de soi, une image plutôt négative. Donc, le défi, quand on a eu enfin, après plusieurs luttes dans les années 80, 90, 2000, un parc qui remplacerait une des deux carrières, la carrière Méron. Et là, en 2011 ou 2012, on nous annonce on va installer une belle usine de compostage dans le parc. Ça ne fera pas beaucoup de pollution. Une petite cheminée de 10 étages, c'est rien. Et donc, vous imaginez, pour des gens qui, pendant 30 ans, avaient lutté contre la carrière et la démolition de cheminées de 8 étages, et là, on se fait dire, enfin, on a un parc. C'était le symbole de la revitalisation, c'était le symbole de, enfin, notre quartier a droit à quelque chose de beau. Et là, on vient me dire, oh, by the way. Et donc, j'ai abordé un peu des éléments de contexte, la mobilisation dans les faits et les alliances, parce qu'on voulait aborder la question des alliances et elle est extrêmement importante. Et pour les leçons tirées, on va y arriver peut-être dans la période de questions tantôt. Mais donc, juste pour vous décrire un peu
ce contexte et le déclencheur, donc, c'est une décision d'installer une usine de compostage parce que le fédéral avait un budget d'infrastructure et il fallait que les provinces s'en servent avant telle échéance et il fallait que les municipalités aient des projets d'alternatives aux dépotoirs et au vidange dans une période précise. Donc, vous voyez déjà plusieurs niveaux de gouvernement qui sont obligés de prendre des décisions rapides pour ne pas manquer la chance d'avoir des sous. Et sans aucune consultation, bien sûr, au niveau de l'arrondissement et même de la ville-centre. Donc, l'élément déclencheur, c'est un parc, c'est sacré. C'est enfin notre chance d'avoir une place sous le soleil. Et là, pétition à multiples reprises, envahissement, je dis littéralement, envahissement des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux à la ville-centre. Et donc, une mobilisation assez vaste, mais qui a pris énormément de temps parce qu'on est dans un quartier d'immigration, un quartier qui a la réputation de voter toujours libéral, donc pas de problème, ils vont gober ça, ça va être facile. Et donc, vous voyez un peu la difficulté de mobiliser des gens qui, disons, ont peut-être peur parce qu'ils ont un statut précaire, d'impliquer les enfants, les familles. Donc, ça a été un travail de porte à porte dans les écoles, dans les agoras naturels, de dire, hey, notre parc, là, il va devenir quelque chose d'autre. Et quelques centaines de camions par jour qui vont venir passer devant une garderie, une école, un hôpital pour aller déposer, évidemment, le fruit de ce compost venant de partout dans le quartier. Vous ne pouvez pas être contre le compostage. Donc, c'était un peu le syndrome de « on est accusé de pas dans ma cour ». Et les gens disaient « non, on n'est pas contre, mais la cour est pleine déjà. On a été la carrière, on a été le compostage. » Et là, donc, le travail de mobilisation a été extrêmement important, beaucoup de rencontres citoyennes et, comme j'ai dit, des présences auprès des élus parce qu'il fallait, dans un premier temps, au moins convaincre les élus locaux de l'arrondissement qu'il y avait une levée de bouclier et ils devaient oser contester la ville-centre et le provincial et le fédéral. Donc, vous voyez, le jeu des alliances a été extrêmement important dès le départ pour faire basculer ce qui était une position politique contre à une position politique pour. Donc, on a dû transformer ses opposants politiques en alliés. Et ça a été très long, mais quand on arrive avec 10 000 pétitions et des présences multiples de citoyens à des conseils d'arrondissement, à des conseils municipaux, bien là, ça commence à changer. Et donc, je veux apporter un élément important qui est la culture pour que ce ne soit pas perçu comme confrontant et dangereux. Et donc, on louait des autobus pour aller à l'Hôtel-de-Ville, mais on composait des chansons dans l'autobus pour aller les présenter devant les élus. Et donc, il y avait dans ce sens-là un apprivoisement, j'allais dire, du concept de lutte et qui a permis qu'on puisse ratisser beaucoup plus large auprès d'une population immigrante qui était assez docile politiquement jadis. Souvent, on dit Saint-Michel, c'est le communautaire de droite. C'est pas tout à fait ça, mais c'était juste dire que c'était pas la Pointe-Saint-Charles ou Saint-Henri ou Hochelaga-Maisonneuve. Et donc, au niveau du temps, il me reste 2 minutes, peut-être dire l'élément les plus importants en termes d'alliance, au-delà des politiques, il a fallu convaincre les élus locaux, mais on a réalisé qu'on n'avait pas beaucoup de pouvoir politique à cause de ce que je disais tout à l'heure. Et donc, on a réalisé qu'il y avait on ne respectait pas les règlements municipaux ni provinciaux par rapport à la distance aux résidences de l'usine. Et là, on a créé une alliance avec Solidarité Onsic. Ah, mais là, Solidarité Onsic, c'est du beau monde, ça. Et puis donc, là, on avait des alliances avec des élus qui avaient un peu plus de poids, qui étaient ministrables. Et on a saisi une opportunité d'une élection partielle pour élire quelqu'un au Parti libéral, David Hurtel, pour ne pas le nommer, qui a été nommé au ministre
ministère du Développement durable. Alors là, c'est de saisir les opportunités et d'élections municipales, d'en faire un débat et un enjeu, et les élections provinciales pour tranquillement aller grappiller, j'allais dire, des appuis électoraux avec d'autres populations qui ont plus de poids socio-économiquement. Et donc, ça a pu donner un changement de décision. Et on ramasserait un peu les leçons à tirer peut-être, mais ça a changé une décision et l'usine a été déplacée dans un parc industriel. Bon, les gens de Montréal-Est sont certainement pas très heureux, mais il y avait un accès via la métropolitaine qui faisait que les camions passaient pas par des quartiers résidentiels. Et la fumée de cette usine ne réjaillissait pas sur les maisons et les résidences qui étaient à moins de 150 mètres de l'usine en question. Et la valeur, je termine là-dessus, la valeur symbolique de ce parc Frédéric Bach, qui était, comme je dis, un peu le symbole de la revitalisation, allait être protégée. Ceci dit, l'accès au parc, ça a été très long pour faire connaître comment il peut être accessible. Et là, on revient à l'accès transport. On était le seul quartier jusqu'à il y a 2 ans de ne pas avoir aucun Bixi. Puis on avait un métro qui ne voulait jamais aller plus loin que Saint-Michel. Mais ça, c'est un autre enjeu. Donc, je terminerai là-dessus, puis sur les leçons à tirer tantôt. Voilà, madame. Merci. Alors, je remarque en fait que dans les 3 personnes avant, on a insisté sur le fait que la logique de changement elle dure quand même un certain temps. Oui. C'est un peu la même chose pour moi. Donc, moi, je suis impliquée dans TEC, dans le groupe de démocratie participative. Oh! Merci. Je suis impliquée dans TEC, dans le groupe de démocratie participative. Puis, comme le disait tantôt l'AFX, en remplant le forum l'année dernière sur la démocratie, on a fait plusieurs propositions pour dire comment aller plus loin pour amplifier la démocratie à Montréal. Et moi, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'on fait ces propositions-là dans ce groupe, en fait? Il faut se rappeler qu'on a fait, donc, dans notre... on a fait plusieurs propositions du style, par exemple, créer une assemblée citoyenne du futur, donc basée sur le tirage au sort, faire aussi une charte des communs, renforcer aussi ce qui est déjà existant, en fait. Et on a proposé qu'il fallait créer un chantier sur la démocratie en co-construction avec la Ville pour être capable d'élaborer ensemble ces outils-là pour l'avenir puis pour amplifier la transition socio-écologique. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ces propositions-là de réforme institutionnelle, finalement? À quoi ça sert? Puis quelle logique, dans le fond, il y a de changement on a derrière ces propositions-là? Donc, pourquoi un chantier? Pourquoi une assemblée citoyenne du futur, par exemple, avec tirage au sort? Pour répondre à la question, en fait, je voudrais faire une analogie avec l'histoire récente de la démocratie montréalaise, c'est-à-dire avec le lancement de la nouvelle ville de Montréal au lendemain des fusions municipales en août 2002. À ce moment-là, il y a eu un sommet de Montréal qui a réuni plus de 3000 personnes provenant d'horizons divers pour élaborer finalement les priorités de la nouvelle ville issues des fusions municipales. Ça avait été précédé, en fait, par 27 chantiers dans les arrondissements. À l'époque, il y avait 27 arrondissements. C'était avant les défusions. Puis 19 chantiers aussi sectoriels. C'est un peu comme l'acte de fondation de la ville en se demandant qu'est-ce qu'on veut faire avec cette nouvelle grande ville de Montréal. Et de ce sommet-là, en fait, il y a eu comme plusieurs grandes questions qui ont été délimitées en habitation, en environnement, démocratie, centre-ville, etc. Puis il y a eu comme 19 chantiers qui sont sortis de ce sommet-là. Dans les 3 années suite au chantier, il y avait un secrétariat qui avait été créé à la Ville pour suivre les recommandations, puis dont aussi d'ailleurs les recommandations des différents chantiers, puis la création aussi d'un poste d'ombudsman. Tous les chantiers n'ont pas été actifs et porteurs, mais certains ont été plus porteurs que d'autres, puis c'est là-dessus que je voudrais continuer. Mais avant tout, je voulais insister sur cette question du sommet qui, pour moi,
permet de montrer qu'il y avait déjà une logique, en fait, parce que je voudrais insister sur le fait qu'il y a eu comme 3 logiques. En fait, cette première logique-là autour du sommet, c'était vraiment une logique de mise en commun, de priorisation, puis de dialogue avec beaucoup de monde, en fait. La deuxième logique qu'on peut voir, c'est qu'il y avait quand même une mobilisation continue. Ce sommet-là de Montréal n'est pas arrivé pour rien. C'est que déjà, avant les fusions en 2001, il y avait un sommet des citoyens et citoyennes de Montréal qui avait été tenu à ce moment-là, qui était issu, en fait, de mobilisation autour, entre autres, de Alternatives puis de l'ancien Centre d'écologie urbaine, donc la Société de développement économique et communautaire, qui avait tenu un sommet donc plus populaire en 2001, puis où est-ce qu'il y avait eu cette idée de créer un grand sommet pour rassembler, en fait, des acteurs divers, en fait, de Montréal. Puis, il y a eu une mobilisation continue à partir de ce sommet de 2001. Je sais que c'est mêlant parce que les deux s'appellent sommet, mais j'y peux rien, c'est comme ça. C'est leur nom officiel. Les sommets de citoyens et citoyennes de Montréal, donc, c'est tenu aussi en parallèle pendant toutes les années 2000. Il y en a eu vraiment plusieurs, en fait, à ce moment-là. Donc, il y a eu une mobilisation continue, puis je vais vous montrer ensuite comment ça a permis aussi cette mobilisation continue aussi au-delà de ces sommets citoyens. Et donc, je vous disais que du sommet de Montréal, le grand, avec 3000 personnes, il y a eu des chantiers, puis certains ont vécu longtemps, dont le chantier sur la démocratie, dont s'inspire Tech pour essayer de dire que ça serait bien qu'on ait à nouveau un chantier de même aujourd'hui. Et c'est vraiment, à ce moment-là, on a comme une troisième logique mise en place, qui est plus une logique de co-construction entre la nouvelle ville, en fait, et la société civile, parce que c'est vraiment l'originalité du chantier de la démocratie, c'est cette logique de co-construction. Ce chantier-là a vécu de 2002 à 2014. Ça a été le plus long qui a survécu du grand sommet de 2002. Puis, il y a eu plusieurs réalisations dont j'ai eu l'occasion déjà de parler. Là, la Charte montréalaise des droits et responsabilités, la première politique de consultation publique de la Ville de Montréal, le droit d'initiative en matière de consultation publique. Et je voudrais continuer sur qu'est-ce que ça a fait, le droit d'initiative en matière de consultation publique, pour montrer que ce n'est pas juste une logique de consultation publique, ce qui est déjà pas mal, mais ça a amené aussi, ça a permis aussi une mobilisation autour de différents thèmes, en fait, en tant que tel, autour de ce mécanisme-là. Donc, le droit d'initiative en matière de consultation publique, c'est issu donc des travaux du chantier sur la démocratie. Ça a été mis en place autour de 2011 à peu près. Le premier qu'il y a eu, c'est en fait celui autour de l'agriculture urbaine. Juste pour vous rappeler comment fonctionne le droit d'initiative, ça permet, donc c'est pour être capable de tenir la consultation publique, il faut qu'il y ait un besoin de recueillir des signatures pour ensuite, une fois qu'on a atteint un certain nombre de signatures, la consultation publique est admise. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je résume rapidement. Puis, ça permet ensuite de tenir cette consultation publique. L'intérêt de cette procédure-là, en fait, c'est que juste déjà le moment de recueillir les signatures, c'est une mobilisation très importante. Puis ça fait un effet de mise en réseau. Ça demande aux acteurs de s'organiser, des acteurs qui partagent la même cause, puis d'essayer donc d'avoir aussi un vocabulaire commun, puis de voir c'est quoi la cause commune. Donc, ça a vraiment un effet mobilisateur important. Pour faire la consultation publique aussi, ça demande de mettre souvent à plat puis de colliger ce qui s'est fait, ce qui s'est dit autour de la cause ciblée, notamment pour bien cibler le besoin en tant que tel. Ça permet de donner plein de données, de sortir plein de données qui n'avaient jamais été mises ensemble, en fait, en tant que telles. Ça permet également des recommandations qui créent en quelque sorte une forme de plan d'action autour de l'enjeu qui a été ciblé. Puis finalement, bien, ça fait une mise à l'agenda forte qui engage les élus, les acteurs, et la ville et les acteurs engagés. Donc, on voit bien que ce n'est pas juste un processus de consultation publique, c'est vraiment un processus large de mobilisation. Puis c'est comme ça que ça avait été pensé au chantier de la démocratie quand on avait élaborer, en fait, le droit d'initiative.
Puis quand on parle, par exemple, aux acteurs qui ont participé à certains droits d'initiative, ils voient bien l'effet que ça peut avoir eu. Par exemple, ceux autour de... moi, j'ai eu l'occasion d'interroger, par exemple, les requérants pour l'agriculture urbaine. Ils disent que ça a eu vraiment un effet catalysateur d'organisation, un effet mobilisateur. Aujourd'hui, on prend ça un peu pour acquis, l'agriculture urbaine, mais il faut penser qu'en 2011, ce n'était pas le cas. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait rien qui se faisait avant 2011. Il y avait déjà des choses qui se faisaient. Puis je ne suis pas non plus en train de dire que s'il n'y avait pas eu le droit d'initiative, ce ne serait rien passé. Ce n'est pas nécessairement un lien de causalité directe, mais c'est plus pour montrer, en fait, que ça a eu un effet amplificateur, mobilisateur, qui est vraiment célébré, en fait, par les acteurs qui vont dire que ça a permis de se réunir, de se donner un vocabulaire commun, puis ça a permis aussi de développer une pédagogie de l'agriculture urbaine, puis de montrer à la municipalité qu'elle avait un rôle à jouer pour pouvoir davantage développer ces initiatives-là. On peut dire aussi la même chose autour du droit d'initiative, autour du racisme et de discrimination systémique, qui a eu des effets semblables, mais peut-être pas au même endroit. Déjà, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, déjà que la Ville a reconnu là, le racisme systémique, ce qu'aurait refusé de faire le gouvernement du Québec à ce moment-là, mais aussi juste au niveau de la Ville de Montréal. Ça a été la première fois qu'on a mis en place, qu'on a sorti plein de données, que ça a obligé finalement de mettre ensemble tout un ensemble de données sur justement les pratiques de discrimination qu'il y avait au sein de la Ville ou d'inclusivité ou de non-inclusivité pour faire un bilan, en fait. Puis ça, c'est parce qu'il y a eu cette consultation publique-là. Sans parler, évidemment, le fait qu'ensuite, on a nommé un commissaire, une commissaire à la lutte. Oui, merci de me répondre. Une commissaire à la lutte, en fait, au racisme systémique, à la discrimination raciste systémique, qui fait, en fait, le suivi de la consultation publique. Fait qu'on voit bien qu'il y a une forme d'emboîtement lorsqu'on part de la mobilisation en fait, autour de la SODECAM, alternative, etc., au début des années 2000, qui a amené l'idée, en fait, de créer un sommet. Ce sommet-là, en fait, en tant que tel. Ensuite, on a créé un chantier qui a permis de mettre en place toutes sortes d'outils démocratiques, dont le droit d'initiative, puis qui a eu des effets structurants qu'on voit encore aujourd'hui. Donc, nous, au groupe de démocratie participative, quand on fait nos propositions, c'est qu'on espère ce même type de logique-là. Par exemple, si on parle à l'Assemblée citoyenne avec tirage au sort, c'est qu'on se dit qu'il y a des conflits qui vont être de plus en plus difficiles à résoudre, non seulement parce qu'on est dans une société polarisée, mais parce qu'on a des choix difficiles à faire. Et donc, on pense que l'Assemblée citoyenne, ça peut être une bonne manière de pouvoir les creuser, d'aller plus loin d'ailleurs qu'une simple consultation publique, pour pouvoir les aborder ensemble avec des gens aussi qui d'habitude ne sont pas là pour pouvoir... parce que le tirage au sort permet une représentation beaucoup plus grande, en fait, en tant que telle. Donc, c'est un peu dans cette même idée de créer un ensemble de logiques avec le Sommet de Montréal de 2027, là, qui nous a été annoncé tantôt par FX. On a espoir qu'il y a des chantiers sur la démocratie qui vont être mis soit au niveau de la ville, soit dans les arrondissements, pouvoir développer ces outils-là, en fait, par exemple, comme l'Assemblée citoyenne, et pour être capable de finalement créer des nouveaux espaces de dialogue. Puis il me semble que dans le contexte actuel, cultiver la démocratie puis les pratiques démocratiques, c'est assez important. Merci. Je vais prendre celui-là. Merci beaucoup pour ces récits de fragments de transition. Effectivement, on l'a dit, il y a beaucoup de choses que vous avez racontées qui ont pris du temps. On voit que l'avenir prend du temps, là, que ce soit le monde à bicyclette, c'était il y a 50 ans, le traité de la baie James, c'était aussi il y a 50 ans, les mobilisations dont tu parles aussi, Jean, tu parlais du début des années 80, donc on voit bien cette temporalité. Et puis là, le deuxième temps du panel, c'était on voudrait vous amener à interagir, à discuter sur le contexte présent, en fait. Qu'est-ce qu'on garde de tout ça, de ces leçons, de ces apprentissages par rapport au contexte actuel? Voilà, qu'est-ce qu'on se met comme bagage pour les luttes actuelles et à venir, un peu avec les éclairages de ces
de ces histoires de changement que vous avez racontées. Alors, dans l'ordre que vous voulez, on a environ une demi-heure là, pour échanger. Vous prenez ce que vous voulez. Un des fruits qu'on voit dans Saint-Michel notamment, c'est les fameux budgets participatifs auxquels on a participé et qui a permis ça s'amorce bientôt, là, une serre 4 saisons, donc qui permet d'élargir l'ampleur des jardins communautaires qu'on avait, qui travaillent donc à la production et les cuisines collectives à la transformation et les clubs d'achat à la distribution et tout ça dans un volet éducatif, donc en lien avec l'école secondaire souvent mal aimée, Louis-Jo Papineau, où on a créé un programme en environnement et agriculture urbaine. Donc, enfin, on choisit d'aller à l'école pour ce programme-là, au lieu de dire « si t'es pas bon, tu vas aboutir à Louis-Jo ». Donc, je pense qu'il y a un lien là entre, et je voulais juste dire, les jeunes. Et donc, tantôt, si on tire les leçons, je pense qu'il y a 2 éléments. J'ai nommé tantôt la culture, j'y reviendrai, et les enfants et les jeunes. Je ne les vois pas aujourd'hui, mais je ne les vois pas dans la structure organisationnelle non plus. À part toi. Non. À part moi. Selon la société CRI, j'ai encore un bon 5 ans à être considérée comme jeune. Je bénéficie encore des programmes et des services pour les jeunes jusqu'à 35 ans. Merci. Il me reste encore 5 ans. Mais je trouve ça drôle à quel point la notion de solidarité sociale est différente ici à Montréal qu'elle est différente dans le Nord, parce que nous, mettons, des initiatives comme les frigidaires communautaires, genre, ça, c'est mis sur pied depuis la nuit des temps, depuis des temps immémoriaux. C'est déjà ancré dans notre structure sociétale, dans notre structure sociale politique. Dans toutes les communautés, les 14 communautés du Nunavik, il y a des frigidaires communautaires où tu peux aller chercher du poisson, du caribou, de la baleine, pour être sûr que personne vive dans l'insécurité alimentaire. Étant donné que la bouffe est extrêmement chère, les produits, légumes, fruits, etc. Donc, tout ce qui ne provient pas du territoire, c'est extrêmement cher au Nunavik. Mais même nous, quand on organise des programmes là-bas pour les jeunes, si on a besoin de poissons pour les nourrir le soir, on peut aller chercher, on peut aller servir aussi dans le frigidaire communautaire. Chez les CRI, c'est de la chasse communautaire. Mais ça a été aussi nous, ce qui a été dur, ça a été vraiment de constater à quel point, quand on essaie de faire de la mobilisation, il n'y a pas de literacy citoyenne assez accessible. Puis même les gens, on penserait que le traité, les gens les connaissent sur le bout des doigts. Là. Si tu es gestionnaire, si tu travailles dans les services publics, chez les CRI peut-être, jusqu'à si tu n'es pas juste dans une position administrative, dans une job de gestionnaire, mais encore les gens, surtout puis la société CRI est très jeune. C'est plus de la moitié de la population qui est en bas de 25 ans. Là. Donc, on a extrêmement beaucoup de jeunes dans nos communautés. Donc, c'est de refaire cette éducation-là de traité, parce que ce traité-là va régir toutes les sphères de notre vie aussi. Donc, c'est de refaire, puis avec les communautés, mais les comités Mi'kmaq, c'est ça qu'il a fallu faire, c'est de donner aussi de donner des trainings aux gens qui s'embarquaient dans ces comités-là, des citoyens. Donc, puis de vraiment faire sûr qu'il y ait des outils pour eux de comment être un citoyen, de comment contribuer dans les entités, de comment contribuer dans la communauté de façon plus structurelle, plus organisationnelle, je dirais. Je pense que après un moment où il y a eu vraiment une effervescence, un boom très intense, on peut être... un des dangers, c'est qu'il y a éventuellement une lassitude militante, parce qu'elle a été tellement importante là, quand on parle du développement de la culture vélo, dans les éléments qui ont été
vraiment aussi décisif. Il y a eu le fait qu'on se mette à parler justement de ça, de la culture vélo ou de l'équité territoriale aussi dans le développement, non seulement du réseau cyclable, de l'infrastructure sur la rue, mais aussi de tout ce qui accompagne ça. Des gens qui se sont mobilisés, là, je pense à un exemple à Woodstock, qui est un organisme formidable à Montréal-Nord, où il y a eu aussi des synergies avec des associations locales d'apaisement de la circulation, des ateliers vélo communautaires, pour dire le vélo, c'est parti des quartiers centraux, plus riches, plus blancs, puis de dire c'est quelque chose qui maintenant doit dépasser ce premier cadre-là, mais je pense qu'il y a de donner des formations, des cours de vélo pour les femmes immigrantes qui n'ont pas appris à faire du vélo. Plus petites, il y a amener des vélos et des casques à des enfants. Là, ça se fait beaucoup. Vélorussion on le fait ici, à Côte-des-Neiges, dans Saint-Michel aussi. Donc, nourrir ça, garder ça très vivant pour que cette mission-là, ce défi-là, puis cette volonté-là de dire, le vélo, c'est tout le monde pourrait, en tout cas, en bénéficier, en profiter. Puis oui, c'est pas pour tout le monde, mais la voiture, clairement pas non plus. Là, 33% des Québécois de 16 ans et plus n'ont pas de permis de conduire. Donc, il faut aussi rappeler ça, puis de garder vivant la synergie qui va très, très large, de un prof de vélo qui se spécialise à enseigner patiemment le vélo à des personnes qui ne savent pas en faire à Vélo Québec, qui était une organisation qui, à l'origine, parlait beaucoup plus du cyclotourisme et du vélo en général, puis que dans les dernières années, a vraiment pris le créneau de la mobilité urbaine au jour le jour. Piéton Québec, dont on fêtait le 10e anniversaire aussi hier, justement, qui a aussi participé à cette grande discussion-là de l'apaisement de la circulation, la protection des plus vulnérables. Donc, il y a vraiment eu ce momentum-là qu'on va continuer à nourrir, puis parce que là, il y a un changement d'administration à Montréal, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça, est-ce qu'ils vont continuer à financer, à développer. Donc, rester vivant, puis rester connecté, puis continuer à se parler, puis que les médias continuent à inviter Catherine Morancy pour en parler. Tout ça, c'est quelque chose qui grouille, puis qui est précieux, puis qu'on aura tous collectivement la responsabilité de continuer à nourrir. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais moi, je voulais revenir peut-être sur la question que je peux... En fait, pour moi, je suis consciente en fait que lorsqu'on dit qu'on veut faire des innovations démocratiques, ou c'est un peu comme ça veut dire un peu réformer les institutions, puis pour plusieurs, c'est pas très appelant. On se dit pourquoi, surtout qu'on est un peu désenchanté aujourd'hui politiquement, on se dit bon, s'intéresser aux institutions, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis est-ce que si on met de l'énergie militante là-dessus, en fait, pendant ce temps-là, on n'est peut-être pas en train d'en mettre sur des enjeux qui nous semblent plus urgents, en fait, qui sont toujours plus urgents en fait que réformer les institutions. Mais pour moi, en fait, c'est quand même tellement important d'un point de vue de la transition socio-écologique d'avoir une démocratie qui soit robuste, en fait, puis qu'on doit l'entretenir. Puis il y a comme être militant, en fait, de la démocratie, de vouloir renforcer les institutions, en fait, c'est aussi faire acte de travailler pour la transition socio-écologique. Et c'est pas rien pour moi. Puis c'est sûr qu'il faut par contre faire attention, c'est-à-dire on peut vouloir comme améliorer les institutions démocratiques en fait en tant que telles, mais il faut qu'on continue la mobilisation. Il ne faut pas juste travailler là-dessus, évidemment. Mais les deux vont de pair. Puis ce que je trouve intéressant, par exemple, dans l'histoire que je vous racontais, c'est par exemple le droit d'initiative. Ça a été pensé à la fois pour pouvoir pour démocratiser davantage les institutions, mais c'est aussi aidant, en fait, pour la société civile, en fait, donc pour pouvoir faire de la mobilisation. Donc, parce que effectivement, toute la partie de ramasser les signatures, etc. Puis presque dans chacun des cas de droit d'initiative, en fait, il y a eu cet effet de permanence puis de pouvoir se parler, en fait, en tant que tel. Donc, c'est intéressant, je trouve, de penser, de développer les institutions démocratiques, de voir comment est-ce que ça contribue aussi
en fait, aux mouvements sociaux, puis etc. Donc, il ne faut pas nécessairement les penser l'un contre l'autre, ce qui nous arrive un petit peu, je trouve, aujourd'hui, parce qu'on est tous un peu à risque d'être cyniques, en fait, politiquement. Et le cynisme est souvent une forme de paresse aussi. Donc, comme on est sous l'esprit de la combativité, par rapport à cette question-là, je trouvais ça intéressant dans les 3 histoires que vous avez racontées, Marianne, Maïté, Jean, il y avait vraiment ce jeu, effectivement, par rapport aux politiques, dans le sens à la fois des élus, mais aussi d'institutions publiques, de confronter, d'enrôler, de collaborer, d'investir, de prendre des places, de bâtir des nouvelles institutions. Il y a comme tout un tango, là, un peu, dans les jeux d'alliance et de confrontation entre société civile, groupes citoyens, politiques dans différents sens. Puis l'Alliance Transition en commun a aussi cette posture-là qui est à la fois intéressante, pas toujours confortable. Et par rapport à ça, comment vous voyez, vous aussi, ces jeux d'alliance-là à votre échelle ou dans vos espaces? Ben, je vais oser. Ce que tu appelles le tango, j'appelle ça la collaboration conflictuelle. Donc, dans ce sens-là, le conflit, c'est nécessaire, mais pas nécessairement le conflit. De sorte que je regarde toute la mobilisation. Bon, ça a évolué, évidemment, depuis cet enjeu-là spécifique sur le parc. Mais les ennemis, entre guillemets, étaient conjoncturels. Mais on en avait besoin des élus locaux, dont Soraya à l'époque, by the way. Mais on en avait besoin pour négocier les paliers subséquents, que ce soit au niveau de la ville-centre, qu'on haïssait, mais c'est conjoncturel, encore une fois. Parfois, les alliances politiques ont évolué au gré des élections. Donc, mais c'est nécessaire, malheureusement. Et ça fait partie d'un apprentissage de la démocratie aussi pour beaucoup dans des quartiers d'immigration, là, Saint-Michel et Côte-des-Neiges, où j'ai grandi. Plus de la moitié de la population est née hors Québec. Donc, il faut réapprendre la démocratie alors qu'on vient peut-être d'un pays où on a fui la terreur qui n'était pas démocratique. Donc, dans ce sens-là, c'est pour ça que je dis que les enfants sont une arme secrète et la culture, donc outil de développement, outil d'expression, outil de compréhension de la différence. Et les enfants, c'est des éponges. Donc, dans ce sens-là, on les a impliqués dans la création des chansons, des affiches, et puis ils comprenaient l'idée d'une image. Bon, les posters, c'est eux qui les ont conçus. Donc, ça devient des alliés plutôt que de dire « faites pas de bruit, dérangez pas pendant l'Assemblée ». Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est un long apprentissage de la démocratie et qui est parfois un choc culturel parce que c'est pas la même forme de démocratie dans laquelle on a été élevé. Donc, ça prend du temps, puis il faut être patient. C'est labor intensive, comme on dit en chinois. Sur ces collaborations conflictuelles? Ben, moi, j'en ai. Tu sais, tantôt, je parlais que oui, quand on s'est penché sur l'année du partage des responsabilités chez les CRI, c'était pas seulement à l'intérieur de nos communautés, à l'intérieur de entre les entités, les 3 grandes entités CRI, mais c'était aussi avec les municipalités. Les CRI font partie d'un gouvernement régional avec les municipalités allochtones, comme j'ai dit. Donc, le gouvernement Iwichti Bay James, c'est un gouvernement régional qui est conçu, en fait, justement pour faciliter cette cohabitation parfois conflictuelle. Mais ce qu'on s'est rendu compte au fil des années, c'est que toutes ces villes minières-là, ces villes qui ont été construites, ces municipalités qui ont été construites pour l'extraction de ressources, bon, avec des secteurs économiques qui ont dégringolé au fil du temps, comme la COP. Donc, il y a des municipalités entières dans le Nord qui se sont vidées, là, comme Chibougamau, Chapais. Il y a des villes qui ont fermé, Joutel. Donc, mais on s'est rendu compte que les commerçants, même juste les habitants à Chibougamau, à Chapais, savent que ce sont les 3 communautés CRI, les 4 communautés CRI qui sont alentours, qui font vivre leur économie aussi.
Donc ça, eux autres, ils l'ont compris aussi. C'était pas juste les CRI mettent du stress sur nos services publics. Là, on a des gens, on a des itinérants CRI. C'est parce que la réalité est que dans les refuges pour personnes en situation d'itinérance à Chibougamau, c'est 98% des utilisateurs qui sont CRI. Donc, c'est quand même c'est la grande majorité. C'est la même chose à l'hôpital, c'est la même chose. Donc, ça prend de la main-d'œuvre, mais ça prend aussi. Mais les gens de Chibougamau ont compris que s'ils étaient capables de garder leur commerce, s'ils étaient capables d'avoir cette qualité de vie-là, de rester à Chibougamau, d'avoir accès à la nature, de profiter d'une petite ville là, qui se tient solidairement, c'était parce que les CRI continuent à investir de l'argent dans leur municipalité. Donc là, il y a vraiment une attitude qui a changé avec avant, il y a cette attitude-là encore qu'on voit en région parfois des Allochtones qui aiment pas que les Autochtones questionnent leur présence sur le territoire, questionnent les secteurs économiques dans lesquels ils travaillent aussi. Donc, là, maintenant, il y a vraiment des collaborations qui sont faites. Il y a même avec, si on regarde les services sociaux à Chibougamau, maintenant, si la police intercepte des itinérants qui sont CRI, ils ne peuvent pas les envoyer au poste directement. Donc, il faut qu'ils fassent la liaison avec le CRI Health Board. Parce que oui, nous, on administre seulement les services de santé et de services sociaux sur les terres de catégorie 1, mais il y a des raisons pourquoi les gens se ramassent à Chibougamau parce qu'il n'y a pas de logement dans nos communautés. Donc, le but, c'est de toujours réinsérer les CRI dans leur système public, puis pour qu'il y ait aussi une continuité dans les services, là, même si on est à 45 minutes. Là. Donc, c'est parce que des fois, les CRI tombent entre les deux. Dès qu'ils sortent de la communauté, dans les services publics, doivent se ramasser dans les services québécois, là, du nord du Québec. Donc, il y a cette volonté-là de faire sûr qu'il n'y a personne qui passe à travers le filet, puis qu'on réinsère toujours les CRI, puis qu'on facilite toujours cette réinsertion-là dans le filet social de la communauté, puis que la communauté soit au courant de comment elle peut contribuer vraiment à l'amélioration de la qualité de vie de cette personne-là c'est vraiment en particulier. Donc, c'est comme ça que ça commence à s'organiser dans les régions plus au nord. Puis ça, on l'a vu aussi avec Val-d'Or. Là, à l'époque de enquête, quand on a vu pour les policiers de la SQ, les CRI ont arrêté d'organiser des événements à Val-d'Or. Puis ça l'a fait très mal à l'économie de la ville. Puis ça a été le début de plusieurs changements, je pense, à la municipalité de Val-d'Or. Moi, j'en ai 30 minutes, je ne sais pas c'est quoi ton message. OK. 30 minutes, c'est beaucoup de minutes. OK. OK. Mais c'est difficile de poursuivre la conversation après toi parce que nos sujets sont tellement différents, mais j'essaie de penser au conflit puis aux outils démocratiques qu'on a. Les principaux conflits qu'on a eus, au-delà des oppositions très politiques là, au sein du conseil municipal quand on veut voter un projet de piste, c'est beaucoup sur le terrain. C'est souvent des gens c'est des commerçants qui vont être très vocaux, qui vont avoir l'attention des médias aussi parce que symboliquement, quand un commerçant dit que ça ne va pas bien, ça attaque l'économie, puis ça parle beaucoup aux gens. C'est « wow, là, l'économie n'ira pas bien, puis la piste cyclable enlève le stationnement, puis c'est catastrophique pour l'économie. » C'est quelque chose de gigantesque. Alors que c'est tellement, on le sait, beaucoup, beaucoup plus nuancé que ça. Pourquoi un commerce, une rue commerçante ne va pas bien? On va facilement, bien sûr, blâmer une intervention qui a vraiment un avant-après très clair avec la disparition d'une place de stationnement quand
Après ça, moi, ma boîte courriel, comme élu, était inondée de gens qui se plaignaient parce qu'ils se faisaient voler des colis. Comme, ah oui, les petits commerces ne vont pas bien. Ah, c'est peut-être pas juste à cause de la piste cyclable. Tu sais, la force des militants, la force des gens qui sont sur le terrain. En fin de semaine, il y a eu une inauguration citoyenne du rêve sur Henri Bourassa. C'est complètement apolitique, c'est à peine organisé, c'est pas une association patentée tant que ça. C'est des gens qui se disent « Hey, ça prend ça, là, la piste est menacée, on va le faire, on va aller sur le terrain, on va montrer très positivement à quel point c'est pratique, c'est utile, c'est nécessaire. » En 2020, c'était en novembre, il y a eu aussi une inauguration citoyenne du rêve sur Saint-Denis. Après un été puis un automne extrêmement difficile en termes de gros vents de face, d'adversité pour nous, pour les élus qui l'implantions en pleine pandémie. Tout ça était moussé à partir de la contestation d'une minorité de commerçants parce que ça donnait l'impression que tout le monde était sauvagement contre, mais ce n'était pas la réalité. Il y a eu, je ne sais pas, des 900, 800, je sais pas, de personnes qui sont arrivées en novembre, qui ont roulé le rêve au complet à partir de la rivière des Prairies. Donc, ça, c'est aussi de la démocratie. C'est une organisation qui est presque organique, qui part, puis qui est là, puis qui a d'abord, qui a une visibilité qui rend concrète la présence de ces personnes-là qui veulent juste se déplacer au quotidien sans se faire écraser. Puis, ça donne un souffle pas croyable aux personnes élues qui sont au premier rang de se faire chicaner, de ramasser la contestation puis l'adversité. Puis ça, c'est la synergie qui va de l'instance la plus haute, qui va vraiment voter le projet, le désirer, et de la personne qui l'utilise au quotidien. Puis il y a une connexion qui se fait qui est une démonstration par très claire. Donc ça aussi, c'est extrêmement précieux. Puis que ça soit nourri, les médias sociaux le permettent, le fait qu'on communique, qu'on répande un événement vraiment aussi facilement. Puis la présence de ce monde-là aussi, qui sont aussi dans l'espace de la médiatique sociale pour répondre, expliquer, raconter des histoires personnelles de vie qui ont été changées grâce à un bout de piste cyclable. Je pense que ça aussi, c'est de la démocratie qui est vraiment vive, qui est vraiment là, qui est une prise de parole, qui est un équilibrage du débat aussi, parce qu'il est souvent forcément tiré par l'inertie, le statu quo, la culture dominante qui est celle de l'automobile et du no parking, no business. Là. Voilà. Pour terminer ce segment-là, puis après on va passer la parole à la salle. Je vais respecter scrupuleusement le temps, qu'on m'a rappelé avec raison. Comment on tient, on a parlé de vent de face, de vent contraire, là, puis on est dans une situation collective où des vents de face, on en sent pas mal. Comment on tient collectivement dans ces moments compliqués là? Puis j'insiste sur le collectivement là. Il y a beaucoup de choses sur comment on tient individuellement le soin de soi, le souci de soi. Comment on tient collectivement dans ces moments difficiles pour l'engagement et la mobilisation, peut-être à la lumière des domaines sur lesquels vous avez travaillé, quelles leçons vous tirez aussi pour les luttes actuelles et à venir, notamment pour Tech. Voilà. Comment on tient collectivement face à ces vents de face? 1 minute à peu près chacun, hein. 1 minute à peu près, peut-être. J'ai des petits-enfants. Je pense qu'on vient des événements comme ceux-là. Je suis un peu éco-anxieux, beaucoup même quand je pense aux petits-enfants, mais c'est pour ça que je reviens sur l'arme secrète de la mobilisation en parlant des enfants et des jeunes qui sont pleins de contradictions dans le sens qu'ils sont inondés d'hyper-sollicitations de toute nature, commerciale et autres. Et on apporte un autre discours, mais ils sont ouverts. Et donc, pour moi, ça, c'est peut-être
comme j'ai dit, j'étais à une manif pour du logement social et je retrouvais plein d'anciennes amies que je retrouve ici encore. Puis finalement, on disait, bon, est-ce que ça va avoir un impact? C'était avec le FRAPRU, le RECLAC, donc c'est pour du logement social. Pas certain, mais ça nous fait du bien. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a une certaine convivialité. Puis, je reviens à mon élément de la culture. Il faut que ça soit le fun, les événements de contestation et de lutte. Donc, il fallait que ça soit du plaisir d'aller manifester à l'Hôtel de Ville, qu'on chante avec nos pancartes, que les petits aillent contribuer à la chanson aux pancartes et adapter les moyens d'action à la culture des personnes avec lesquelles on veut travailler. Donc, les die-in de Bob Silverman, il y a 50 ans, c'est pas tout le monde qui était à l'aise de faire ça, mais c'était le fun pour un certain... Bon, alors, dans ce sens-là, je reviens sur l'adaptation des moyens, et puis qu'ils soient conviviaux le plus possible, sans prétention. Moi, je dis toujours, on disait jadis dans ma génération, il faut penser globalement, agir localement. Je dis non, il faut agir aussi globalement. Donc, Amnesty, Greenpeace, c'était aussi important. Et la Palestine, bon, Lauren Gay, la Palestine, il y avait un drapeau de la Palestine, tu te souviens, à la soirée pour elle. Donc, c'est aussi important qu'au niveau micro-local. Donc, c'est sûr qu'il y a une convivialité au micro-local qu'on retrouve. C'est pour ça que c'est ça que j'aime encore, faire du porte-à-porte et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des outils aussi, que ce soit la COP ou que ce soit, je parle d'Amnesty puis Greenpeace parce qu'ils sont très actifs à ce niveau-là. Donc, c'est ça. C'est tout bonnement ça. Persévérer, c'est être cri. Mon grand-père allait chasser pendant des semaines en raquette dans le froid de la baie James, le ventre vide. Puis il fallait qu'il le fasse parce qu'il y avait plusieurs familles qui attendaient de manger. Ma grand-mère a accouché de la majorité de ses 12 enfants en forêt à une époque où ma communauté n'existait même pas, comme une grande, juste avec sa mère qui l'aidait. Puis ce désir-là de revivre notre droit à Mathiun, à une bonne vie, c'est se réclamer en tant que CRI aussi, c'est de réclamer notre droit à la joie. C'est de réclamer notre statut de gardien du territoire aussi. On ne possède pas le territoire, mais on en a été gardien pendant des milliers d'années. Puis on n'a jamais créé la catastrophe écologique que le Québec a créée en 50 ans dans mon territoire, notamment là, avec le déclin des caribous, tout ça. Donc, c'est notre droit d'être gardien du territoire. Puis on a prouvé, on va continuer à revendiquer ce droit de l'être aussi. Puis, donc, c'est ça. Je pense que c'est ancré dans notre sang, dans notre mémoire collective à nous, chez les CRI, que d'être stagnant, c'est de mourir. Vraiment. Que ce soit physiquement, mais que ce soit idéologiquement, que ce soit sociétalement, collectivement. Je pense que ça vient de là, notre réflexe de toujours essayer d'être en marche. Je pense que j'avais un petit peu anticipé ta question en donnant ce que je disais tout à l'heure, de l'importance de la présence militante pour appuyer un projet, pour appuyer les personnes qui l'implantent et qui le défendent. Il y en a eu plein d'autres moments comme ça. Il y a eu les chaises des générations que les maires au front ont amenées dans les conseils d'arrondissement et des conseils de ville. Ça, c'est un outil qui est extraordinaire. Les conseils d'arrondissement, peut-être même plus que le conseil de ville, c'est beaucoup plus formel, quoique ça peut être quand même, ça peut devenir très, très ludique puis avoir un impact, mais de se rendre là, d'y arriver massivement, il y a eu un moment pour défendre certaines pistes où les gens arrivaient, prenaient place puis ils avaient leur casque sur la tête, c'était très éloquent tout en étant... c'est pas si spectaculaire, mais ça portait un message autant pour les gens pas contents que pour ceux qui ont besoin du support. Je vois Julie qui opine, elle en a bien profité.
Puis c'est effectivement, tu sais, au sein des groupes, tu sais, en transition écologique ou en justice sociale, tu sais, il y a tellement de connexions à faire, puis à se tenir ensemble, puis à être là pour différentes luttes. Tu sais, à un moment donné, c'est vrai qu'on ne veut pas devenir épuisé puis courir partout, mais tu sais, je pense aux masses critiques, tu sais, qui sortent tous les derniers vendredis du mois, qui prennent l'espace en vélo, tu sais, pour revendiquer plus de pistes cyclables, des pistes cyclables sécuritaires. Bien, il y a tout le temps des drapeaux palestiniens qui sont là, des gens aussi qui vont revendiquer sur cette je ne veux pas dire enjeu, là, c'est un sale mot, mais pour cette cause-là qui est aussi fondamentale. Donc, ça se passe, je pense, aux cyclistes solidaires qui sont partis pendant la pandémie, qui se sont dit, ben nous, on est une gang de cycleux, on fait du bicycle l'hiver, on est équipés, on va livrer des repas, on va aider à la sécurité alimentaire. Il y a plein d'occasions comme ça où entremêler nos luttes puis nos causes, puis donc se tenir ensemble aussi, puis c'est extrêmement nourrissant puis encourageant de le vivre, là, puis c'est fondamental. Alors moi, tantôt sur le petit, sur ce qu'il fallait remplir sur ce que nous avait apporté Tech, moi j'ai écrit que j'avais trouvé une gang qui tripe autant que moi à parler de pratiques et d'institutions démocratiques. Puis je le dis parce que je trouve que c'est précieux de reconnaître que on a un groupe sur lequel on peut avancer puis discuter d'enjeux qui nous tiennent à cœur, puis de voir aussi, pour moi, par exemple, c'est vraiment... je suis prof en sciences politiques, j'ai des cours qui portent sur ces enjeux-là, mais le véritable défi, je l'ai depuis 2 ans en étant dans ce groupe-là, parce qu'on doit continuellement challenger nos propositions, les revoir, les reformuler. Fait qu'il y a quelque chose de très, à la fois enlevant, mais à la fois très intellectuellement, comme citoyenne aussi, qui est vraiment intéressant. Donc, reconnaître ces endroits précieux-là, je pense que c'est important collectivement, fait qu'on a vraiment besoin d'endroits comme Tech, en fait. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, la salle nous appelle. Vous avez entendu la sonnerie. Merci beaucoup. Donc, justement, on s'est gardé un bon 15 minutes. Si vous voulez... partager. On a parlé de moteurs d'engagement, on a parlé des enjeux de l'Alliance, des collaborations des fois conflictuelles entre la société civile, la ville, des enjeux de temporalité. Ça peut être aussi ce qu'on souhaite à Tech pour les 3 ans à venir. Bref, la parole est à vous si vous voulez intervenir. Je ne sais pas s'il y a un micro FX ou si on compte sur la voix forte et puissante de chacune et chacun. On va faire un entre-deux. Attends, je vais sauter par-dessus tes épaules. Non. Merci. Ma question est surtout pour Laurence, mais si les autres ont des idées, des opinions aussi, ce serait intéressant de les entendre aussi. Ma question est un peu inspirée par des discussions que j'ai eues récemment, un peu inspirée par l'élection municipale aussi, mais j'ai l'impression que même peut-être surtout parmi les gens très animés par les questions de transition socio-écologique, il y a un peu d'un côté les gens qui, comment dire, j'essaie de bien formuler ça, qui pensent que la participation citoyenne, les discussions démocratiques, c'est important, mais à la fin, il faut toujours écouter la science, puis parfois, ça veut dire amener un leadership, puis aller de l'avant, puis espérer que les gens vont suivre. De l'autre côté, il y a les gens qui disent un peu la chose la plus importante, c'est de rallier, c'est de construire des consensus. Puis si on force les choses trop, il va y avoir un ressac, un backlash. Ça peut être contre-productif à long terme. Et moi, je me suis dit un peu, les 2 côtés ont raison et les 2 côtés ont tort en même temps. Parce qu'il faut à la fois faire des décisions qui vont dans le sens du bien commun, qui respectent les faits, mais de l'autre côté, si on n'amène pas tout le monde avec nous, ça peut être contre-productif effectivement à long terme. Si les gens ne sont pas d'accord, c'est la nature de la psychologie humaine. Si on se sent braqué, on va s'opposer, même si sur le fond, il y a des bonnes raisons, etc. Donc, ma question, puis je veux t'entendre un peu, Laurence, sur
Comment, selon toi, des choses comme les assemblées citoyennes ou une version plus à l'échelle des arrondissements, ce qui est une autre des recommandations de TEC, peuvent peut-être changer la nature de ces discussions-là, peuvent être un peu... Est-ce qu'il y a une possibilité un peu de conjuguer, en fait, ces deux choses-là? D'un côté, avoir des décisions et des discussions plus basées sur les faits, les expertises, mais aussi sur... aussi des décisions qui ramènent plus de gens vers quelque chose qui peut ressembler à, si pas un consensus, au moins une plus grande, des décisions plus consensuelles ou plus rassembleuses, mettons. Merci. Merci pour la question. En fait, c'est vrai que souvent, on associe la transition socio-écologique à un discours un peu d'experts qui est comme capturé par des experts. Puis, mais en même temps, il y a de plus en plus d'études qui montrent en fait que le modèle communication, penser que parce qu'on montre tel résultat de recherche, ça va convaincre les gens de passer à l'action ou de changer leur comportement, ça ne marche pas. C'est plus complexe que ça, en fait. Puis, qui existe. C'est pour ça qu'en fait, on insiste, par exemple, sur des choses comme changer nos imaginaires, parler des récits, amener toute la question aussi des émotions là-dedans. Mais d'un point de vue des assemblées citoyennes, en fait, c'est l'idée justement de ôter ça, même des experts. Ça ne veut pas dire de leur pas donner un rôle, au contraire, mais c'est de faire en sorte qu'on puisse, avec les citoyens, que c'est eux-mêmes qui trouvent la solution par rapport à un problème, en fait. Donc, si, par exemple, je pense, ceux avec qui je travaille m'ont entendu 10 fois le dire, là, mais tout le débat qu'il y a eu sur la cueillette des ordures dans Hochelaga Maisonneuve, là, moi, j'aurais rêvé d'une assemblée citoyenne pour ça, parce qu'on aurait pu avoir le débat dès le départ. C'est quoi le problème? Tu sais, en fait, qu'il y a une forme, il y a une partie de la population qui n'adhère pas, en fait, au recyclage, etc., au compostage. Mais comment on fait? Puis là, on aurait pu plus entendre les problèmes qu'il y a, puis pourquoi est-ce qu'on ne pouvait peut-être pas aller vers diminuer la collecte, mais ou pour certains. Enfin, dans le fond, le négocier ensemble puis trouver la solution ensemble. Donc, puis je pense qu'il y a des tensions comme ça continuellement. Puis c'est pour ça que je crois que les assemblées citoyennes seraient une bonne manière. Ça ne réglera pas tout. Hein. Il n'y a jamais un outil qui règle tout, mais ça pourrait aider, en fait. Puis ôter ça juste des mains des experts, effectivement. Ouais. Un mot, juste pour dire que dans toute lutte, dans toute revendication, dès le départ, il faut que les citoyens soient là, citoyennes. Et donc, il y a une participation dès le départ de la conception. Et c'est là, je pense, où on a mordu la poussière. Ben, c'est drôle parce que j'ai ces réflexions-là aussi depuis mon retour à Montréal, de voir les gens qui sont dérangés par la présence des gens en situation d'itinérance dans le centre-ville, qui veulent pas des sites d'injection à côté de chez eux, qui veulent privatiser leur ruelle pour pas qu'il y ait de gens qui soient là, puis que ça m'affecte beaucoup parce que ces gens-là sont parmi les plus vulnérables de la société, mais ces gens-là aussi, il y a une grande partie qui sont des Autochtones que je connais, des gens de ma communauté aussi, que je vois dans Chinatown aussi, puis avec qui j'échange un mot à chaque fois que je les vois de toute façon. Là. Donc, ça me... Puis que moi, tu sais, que j'ai cette facilité-là à me voir dans ces personnes-là, puis que je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas capables de se projeter puis de se reconnaître dans la dignité, dans le besoin de dignité, de sécurité de quelqu'un d'autre. Puis c'est ce que je me dis aussi, tu sais, pourquoi les gens à Montréal, tu sais, parce que là, quand on parle de taux de criminalité, puis l'administration... précédente qui a donné qui a alloué des budgets astronomiques là, au SPVM, tandis que la science nous dit que si tu veux réduire le crime, il faut que tu t'attaques à la pauvreté et non mettre plus de policiers dans la rue. Là. C'est de la science, les recherches nous disent. C'est des choses comme ça. Puis pourquoi les gens, tu sais, puis de cette, mais je pense que c'est vraiment ça de pas faire de, dans nos communautés.
ces enjeux-là, c'est pas des enjeux qui dérangent les gens, on veut aider les gens qui sont dans ces situations-là, les prévenir parce que ces gens-là font partie de notre communauté, ce sont nos voisins à la fin, même s'ils sont en situation d'itinérance. Donc, de voir, puis dans nos communautés, il n'y a pas de... on ne fait pas de compromis sur les droits humains, on ne fait pas de compromis sur la dignité de quelqu'un. Puis je pense puis ça, c'est une attitude qu'on a depuis toujours, puis qu'on continue d'avoir dans nos relations communautaires aussi. On ne fait pas de compromis sur la dignité, la sécurité, les besoins de base de quelqu'un. Donc, je pense que si on se comportait comme ça ici aussi, puis que de plus en plus qu'on normalise ce non-compromis-là sur la dignité, la sécurité des gens puis le bien-être des gens, je pense que ça pourrait peut-être aider, mais encore là, convaincre des gens de l'humanité de quelqu'un d'autre, c'est rough, là. On est rendu... c'est triste quand même. On a le temps. Merci aux quatre panélistes pour les belles présidences. Très inspirant. Et je peux me permettre peut-être d'évoquer quelque chose qui s'est passé cette semaine, c'était la question en bref de la coalition. Coalition aérienne, Québec aérienne. Coalition Québec aérienne. C'était le même titre qu'on vient de recevoir la déclaration. Si ça vous intéresse, ça va être facilement accessible. J'ai promis que j'allais parler de certaines personnes qui étaient répondues là-bas à cette assemblée. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des communautés locales, des communautés autochtones partout au Québec qui actuellement font face à des projets miniers dans leur cours, qui tentent de résister. Ils ont beaucoup en commun avec ce qui se passe à Montréal, c'est-à-dire que c'est souvent des groupes citoyens qui vont retrouver, qui vont investir dans les institutions, ils vont se faire élire aux élections municipales, ils vont affronter, en fois qu'on a vécu ça à Montréal encore, mais des poursuites de bâillons. Donc, c'est un contexte très adverse, on pourrait dire peut-être. Et donc, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que durant la rencontre, c'est que le mouvement qui essaie de constituer autour de la lutte contre un peu l'invasion des lumières, un petit peu partout sur le territoire, se cherche un narratif de transformation pour opposer à celui de la transition énergétique ou celui de du développement de l'industrie de la défense et de l'intelligence artificielle. Alors, je pense on parlait des 3 prochaines années, je pense qu'il y aurait beaucoup d'intérêt pour partager avec ces groupes-là, peut-être tenter de les rejoindre, parce que la vision qui a été proposée aujourd'hui, à mon sens, c'est un narratif qui pourrait rassembler beaucoup d'autres mouvements sociaux. Donc, je sais que c'est des choses que vous avez évoquées dans le panel, mais ça me semblait important de l'accrocher particulièrement à cette lutte-là, qu'on va voir exploser à l'échelle du Québec. Merci René. Ouais. Bien, le contrat social que je parlais tantôt, oui, je pense que entre les municipalités, les communautés CRI, dans le Nord, il commence à avoir une reconnaissance là, de responsabilité puis de conséquences de ce que je parlais tantôt, mais aussi, tu sais, je veux dire, on célèbre 50 ans de la JBNQ et de la Convention de la baie James, puis je trouve que les gens ont très peu de connaissances ou même d'appréciation pour les sacrifices qu'on a faits pour la société québécoise en termes d'hydroélectricité. On a un premier ministre qui remet sur la glace encore, qui remet sur la table des projets de barrage au lieu d'optimiser la ressource, d'optimiser le stockage de la ressource aussi, puis qui lance ça en scrum journaliste sans avoir même parlé aux Autochtones. Donc, j'ai dit souvent que si tous les Québécois voyaient à quel point c'est beau chez nous, je pense que les gens se préoccuperaient plus de projets
de projets de développement du territoire, d'extraction de ressources autour de nos communautés, qui menacent notre territoire, qui menacent notre mode de vie, mais qui menacent aussi je pense, notre intégrité en tant qu'espèce humaine dans les prochaines décennies. Donc, mais aussi, c'est ça, il faut que les gens réalisent que que les Allochtones réalisent que si vous êtes en situation de santé, de prospérité, de joie, même à Montréal, c'est aux dépens de nos droits autochtones, de nos droits inhérents, de nos cultures, de nos langues et de nos territoires. Donc, que vous le veuillez ou pas, ou que vous en soyez conscient ou pas, c'est malheureusement la... Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être solidaire? Parce qu'on partage ce territoire-là, puis quand on parle les Autochtones, quand on parle de land back, c'est pas de renvoyer tout le monde en Europe, là. c'est d'avoir le respect de nos droits inhérents sur les projets de développement, des choses comme ça. Puis l'avenir du territoire aussi qu'on partage. Merci Maïté. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, question, témoignage au niveau de la salle? La parole est à vous. Non? Pardon? Les gens ont faim. Ils ont raison. Juste, d'abord, vous remercier beaucoup, tous les quatre, pour votre participation. On a parlé d'abord, on avait utilisé cette perspective temporelle pour remettre sur le métier le fait que l'avenir prend du temps, parfois prend trop son temps, mais que c'est une perspective à avoir en tête. On a vu toutes les articulations, on a parlé autant de santé, de logement, de transport, d'inégalité, de dignité, puis c'est un des enjeux de tech depuis le début, de dire ce n'est pas une question juste de climat et d'environnement. Oui, tous ces enjeux-là sont interreliés. Puis une des expressions les plus passe-partout et naïves, on parle souvent du vivre ensemble, mais je trouve qu'il y a plusieurs choses qu'on a dit qui montrent que, en fait, si on s'intéresse vraiment à cette question du vivre ensemble, en termes d'exigence, d'empathie, d'interdépendance, ce que tu viens de dire, Maïté aussi, en termes de solidarité, de dépendance par rapport à des sacrifices de territoire, de population qui ont été faits ailleurs, que en fait ça pèse assez lourd en fait cette question du vivre ensemble si on le prend vraiment dans toute son épaisseur et son exigence aujourd'hui. On a parlé de rapport beaucoup aux institutions publiques, autant dans les politiques publiques, les élus, les dispositifs à s'approprier, à contester, à réinventer beaucoup. On a parlé de collaboration conflictuelle aussi avec Jean, de partage de responsabilités. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus parce que c'est le cœur aussi de Tech et du pari de l'Alliance de Tech, ce travail contre les institutions publiques. Et puis, dans les formes de la mobilisation aussi, sur ce qui a été dit sur l'importance de se reconnaître aussi. L'Alliance, c'est aussi se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans son coin, avec des passions étranges comme les dispositifs démocratiques, par exemple. Tout le monde a ses lubies étranges. C'est bien de se sentir moins seul. Ou parfois, c'est la difficulté à avoir le manque d'empathie face à des enjeux qui nous déchirent le cœur et de se sentir moins seul en le partageant ensemble. Donc, dans les formes de la mobilisation, je trouve qu'il y a des choses qu'on a dit aussi sur des choses à ne pas perdre de vue dans le déploiement de Tech, que ce soit sur la convivialité féroce à garder, hein, ou la joie combative, mais en tout cas dans ce ton à la fois agréable et fort. Peut-être que pour les années à venir de Tech, pour les prochaines bougies, il y a ça à avoir en ligne de mire.